On y va. Donc, nous, on a monté ce document par rapport au programme français. Hein. Donc, cycle 2, CP, CE1, CE2. Par contre, ben, si on est en Belgique ou au Québec, donc l'équivalent, c'est première année, deuxième année, troisième année. Voilà, c'est juste pour information. Eh bien, on y va. Alors, on va commencer par un petit peu de terminologie. On voulait faire un petit peu le point. Si on regarde les mathématiques et le français, ben, dans mathématiques, hein, on a les domaines numération, géométrie, opération, grandeur et mesure, problème. C'est des notions qui ne changent pas, en fait. Et quand on regarde le français, eh ben, grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, ça, c'est des dénominations qui ne changent pas, mais avec le temps, il y a eu plusieurs dénominations pour ce qu'on appelle production d'écrit aujourd'hui. Donc, ben, il y a eu la rédaction, l'expression écrite, la production d'écrit. Donc, on voit bien qu'il y a un petit peu une difficulté à trouver une terminologie. Et si on reprend un petit peu les termes qui ont été utilisés, ben, quand on voit rédaction, c'est le fait de rédiger. Donc, c'est écrire un texte dans une forme élaborée en respectant les règles du genre auquel il appartient. Donc, il y a vraiment le contenu et la forme. Après, on est passé à l'expression écrite. Donc, dans l'expression écrite, on est plus dans l'expression, c'est-à-dire se faire comprendre par le langage. Donc, est-ce qu'on était autant dans la norme, puisqu'en tant qu'enseignant, on sait bien qu'on a eu une période où on nous disait, ben, faites écrire les enfants, les élèves, mais voilà, on s'occupera de l'orthographe après. Il y a eu une période un petit peu comme ça. Et ensuite, on est passé à la production d'écrit. Alors déjà, la production d'écrit, ça ne veut pas dire la même chose pour tous les enseignants, si on pose la question. Donc, nous, on vous dira comment on la définit. Mais quand on parle de notion de production, donc c'est mettre en œuvre un ensemble de moyens qui aboutissent à une création. Donc voilà, c'est peut-être moins précis que la rédaction. Donc des fois, on est un petit peu perdu dans qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait de la production d'écrit. Voilà, c'était un petit peu pour poser le cadre. Donc pour nous, la production d'écrit, alors là, je parle du projet Bien lire et bien écrire que nous, on mène depuis un certain temps maintenant. Donc, à droite sur l'écran, vous voyez ce que nous, on entend par production d'écrit. Hein. Donc, à partir du moment où on met des lettres bout à bout pour produire du sens, donc ça va du graphisme jusqu'à les écrits longs, jusqu'aux écrits longs. Donc, voilà, donc en passant par l'encodage, la copie, la dictée, etc. Donc, aujourd'hui, nous, on va s'axer sur produire un écrit court, simplement. Voilà. Et nous, on a mis d'autres webinaires en place pour parler des autres domaines, mais voilà, on n'en traite qu'un aujourd'hui. Donc, ce qui est important quand même de préciser, c'est que oui, la production d'écrit, c'est ces domaines-là, mais aussi c'est transversal, c'est-à-dire que quand je suis en sciences, quand je suis en maths et que je réponds à une question, par exemple dans un problème, quand je suis en sciences et que je fais un petit résumé de ce que j'ai compris, ben, je suis toujours dans de la production d'écrit, donc bien sûr que ces choses-là, elles sont transversales. Et puis une autre chose qui est très importante aussi, ben, c'est la présence de l'orthographe, c'est-à-dire de la norme, donc le respect de cette norme-là quand on produit de l'écrit. Et puis il y a aussi la syntaxe qui est une norme un petit peu moins rigide, on va dire, stricte, mais qu'on doit prendre en compte aussi. Alors, si on parle de l'orthographe, qu'est-ce que ça veut dire l'orthographe quand on fait de la production d'écrit? En tout cas, au cycle 2, on va traiter l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qui se dit. Donc l'orthographe lexicale, on va prendre, pour faire simple, c'est l'orthographe comme on la trouve dans le dictionnaire. C'est-à-dire que si c'est un nom, ben, on va prendre le nom masculin singulier. Si c'est un adjectif, pareil, c'est un adjectif masculin singulier. Si c'est un verbe, il a l'infinitif. Et si c'est un mot invariable, ben, il n'a qu'une écriture, donc c'est son écriture. En ce qui concerne l'orthographe grammaticale, au cycle 2, donc l'orthographe lexicale, ce que je n'ai pas précisé, c'est le mot hors de son contexte, c'est-à-dire décontextualisé, hein, vraiment comme dans le dictionnaire. Et dans l'orthographe grammaticale, chaque mot, il a une orthographe lexicale, d'accord, mais suivant le contexte dans lequel il se trouve, ben, il a plusieurs orthographes. Si je prends par exemple le mot maison, eh ben, s'il y a une maison ou plusieurs maisons, ben, il ne s'écrit pas de la même façon. Donc on va avoir à travailler les accords en genre et en nombre, c'est-à-dire les accords dans le groupe nominal, plus la conjugaison, donc les accords sujet-verbe. Donc voilà essentiellement ce qu'on va travailler. Donc là, je vais citer André Ouzoulias, qui a beaucoup travaillé sur le lire-écrire. Hein. Donc,
L'orthographe lexicale ne peut pas se déterminer a priori par un raisonnement. Alors, bien sûr qu'on peut travailler sur les familles de mots, faire des liens entre les mots, mais l'orthographe lexicale, ça ne s'invente pas. Par contre, l'orthographe grammaticale, alors ça ne s'invente pas, mais ça se construit, c'est du raisonnement, on réfléchit, voilà, et il y a des liens entre les mots, donc on peut trouver les terminaisons qui correspondent à cette orthographe-là en portant une réflexion. Donc on y reviendra tout à l'heure à ça. Alors maintenant, on va se poser la question, pourquoi on doit écrire avec la bonne orthographe dès le départ, c'est-à-dire dès le moment où on apprend à écrire. Alors si je considère un mot, je vais avoir une forme orale et puis une forme écrite du mot. Quand je passe de la forme orale à la forme écrite, je suis en situation d'écriture, c'est-à-dire que je vais encoder, donc je vais passer des sons au graphème, j'encode, et en plus je respecte la norme orthographique. Donc ça, c'est le processus d'écriture. À l'inverse, si je pars du mot écrit et que je veux aller à la forme orale, donc à la forme orale, c'est-à-dire à voix haute, ou alors juste dans sa tête, la prononciation du mot, je suis en phase de lecture, donc là je suis en décodage, je m'appuie sur les graphèmes du mot pour obtenir les phonèmes, la chaîne de phonèmes, et j'accède au sens, donc il y a la compréhension qui entre en compte. Alors ces deux processus-là, ils sont complémentaires. Et là, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'enfant au niveau de la mémoire. Donc ça, c'est appuyé sur la recherche, ce que je vous dis là, quand un enfant écrit. Donc, si j'apprends, alors la question c'est pourquoi écrire avec la bonne orthographe, je rappelle. Donc, si j'apprends à un élève à écrire directement avec la bonne orthographe, là j'ai les mots bateau, panda, si directement il les écrit comme ça, bien sûr, il va les mémoriser avec la bonne orthographe. Donc, on est bien d'accord que l'enfant ne va pas mémoriser le mot parce qu'il l'a rencontré une fois, c'est le fait de rencontrer plusieurs fois, mais on part du principe qu'on va lui faire fréquenter la bonne orthographe. Donc, le fait de fréquenter plusieurs fois va ancrer le mot en mémoire. Donc, tout d'abord, il rencontre la norme orthographique, ce qui est très important, et il développe une conscience orthographique, c'est-à-dire que l'enfant se rend compte que on n'écrit pas comme on a envie. Les mots, ils ont une façon de s'écrire, et je peux aller chercher cette orthographe. Donc, voilà ce qui se passe quand j'écris avec la bonne orthographe. Maintenant, le fait de faire ça, on va avoir un double retour. Donc, on va avoir un retour en production, c'est-à-dire que quand l'enfant va avoir à réécrire un mot qu'il a déjà mémorisé, il va aller le chercher en mémoire, donc il va écrire le mot avec la bonne orthographe s'il l'a mémorisé comme ça. Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que quand il va le rencontrer dans un texte, dans une phrase par exemple, si le mot bateau, il l'écrit B-A-T-E-A-U, il va faire une reconnaissance orthographique du mot, c'est-à-dire une reconnaissance directe, et il ne sera pas obligé de passer par le déchiffrage, il va augmenter sa fluence en lecture, et on sait que la fluence, c'est un des facteurs qui permet d'accéder à la compréhension. Donc on a vraiment un double effet. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une puissance dans l'écriture, parce que quand j'apprends à écrire, en même temps, j'ai un retour direct en lecture. Donc c'est important. Alors, si j'adopte cette attitude-là avec les élèves, le fait de multiplier les situations d'écriture avec la bonne orthographe va multiplier le nombre de mots bien mémorisés par l'enfant, donc double effet en écriture et en lecture. Maintenant, à l'inverse, si je ne travaille pas directement avec la bonne orthographe, alors on l'a tous fait, moi je me rappelle que d'un moment quand j'avais des CP, je me disais déjà s'ils encodent phonétiquement, c'est déjà bien, j'étais content. Voilà. Et non, parce que si je ne mets pas la bonne orthographe, si je ne leur fais pas fréquenter la bonne orthographe, eh bien, en mémoire, ils entrent le mot tel qu'ils l'ont encodé, c'est-à-dire avec peut-être les bons phonèmes, des graphèmes correspondent aux bons phonèmes, mais pas le bon graphème, donc pas la bonne orthographe. Et donc, quand ils vont arriver en situation de lecture, le mot qui est qui est écrit dans la phrase ne correspond pas au mot qu'ils ont en mémoire. Donc, ils n'auront pas cet effet que j'ai cité tout à l'heure, ce double effet. Et puis en plus, quand ils vont écrire, ils vont aller rechercher en mémoire le mot qu'ils ont, et donc ils vont l'écrire de façon erronée. Donc c'est pour ça que c'est très important depuis le départ de travailler avec la bonne orthographe. Maintenant, je vais vous laisser lire un petit peu pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc je vous laisse un petit moment.
Ah, je pense que vous avez beaucoup plus de mal à lire ce qui est écrit en rouge que... Ah, donc ça synthétise un petit peu ce que je viens de dire. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, ça c'est la recherche qui le dit aussi, c'est que quand on a mémorisé un mot, qu'il soit avec la bonne ou la mauvaise orthographe, mais quand j'ai mémorisé un mot avec la mauvaise orthographe, eh bien, c'est difficile de le déloger de la mémoire, et plus il est là depuis longtemps, plus c'est difficile de le déloger. D'ailleurs, on sait bien que même nous, en tant qu'adultes, on a tous des mots qui nous embêtent, et des fois, on rencontre un mot et on se dit « Ah tiens, ça s'écrit comme ça, oui, je ne savais pas l'écrire, j'avais ce problème-là ». Et si on ne le rencontre pas, par exemple, pendant 3 mois, on se dit « On va s'en rappeler », puis non, 3 mois après, on se dit « Ben non, je ne m'en rappelle pas ». Donc, ce n'est pas si simple d'enlever les mots mal orthographiés en mémoire. Donc, c'est pour ça que les chercheurs disent « Donnez la bonne orthographe le plus tôt possible ». Alors, bien sûr qu'on n'arrive pas à donner tous les mots, mais il faut essayer d'en donner un maximum pour que l'enfant enregistre un maximum de bonne orthographe dès le départ. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui demande une cohérence au niveau de l'école, qu'au niveau des différentes années d'apprentissage, que le processus il soit, il soit réitéré pour que ça s'ancre vraiment. C'est un travail de longue haleine. Donc, voilà pour le petit... le petit exercice pour voilà, pourquoi il faut donner la bonne orthographe. Alors maintenant, on va essayer de voir dans les écrits courts, donc je rentre dans le vif du sujet, comment on produit des écrits courts avec la bonne orthographe au cycle 2. Alors, quand on dit écrit court, là, vous en avez une liste. Donc, Laurent, d'un protocole qu'on a mis en place. Donc, ça, c'est les écrits courts que nous, on a retenus pour l'instant dans les ressources qu'on donne. Donc là, on donne des choses clés en main. Ça se passe en 4 séances à chaque fois. Et c'est des choses clés en main pour apprendre à écrire ces écrits courts-là. Donc, Laurent y reviendra tout à l'heure. Moi, je passe à la suite. Alors, au niveau de la production d'un écrit court, on va avoir 4 étapes. Quel que soit l'écrit court, bien sûr que ça va se modifier un petit peu, mais on identifie 4 étapes. Alors, produire un écrit court, quelles compétences ça met en jeu? D'abord, il faut que l'enfant trouve des idées. Donc là, il va s'exprimer au départ. Dans un deuxième temps, il va falloir qu'il organise ses idées. Donc là, on va utiliser le débat pour aider les élèves à organiser leurs idées. Ensuite, il va formuler ses propos, c'est-à-dire qu'il va passer de l'oral à l'écrit, donc il va formuler les phrases qu'il veut écrire. Et dans un quatrième temps, il va être à la phase d'écriture, et là, il va rencontrer la norme, c'est-à-dire l'orthographe, et il va falloir lui permettre d'y accéder. Donc, je vais détailler ces 4 étapes-là. Voilà comment nous, on voit la production d'écrits courts. Alors, avant d'entamer, bien sûr, on amène une situation initiale qui permet d'introduire l'écrit court. Donc, dans toute la liste que j'ai amenée tout à l'heure, on peut soit, par exemple, amener une image. On peut partir d'une image. On peut partir d'un texte qui est lu par l'enfant ou qui est entendu, par exemple, lu par l'enseignant. On peut partir d'une visite qui a été faite ou d'une intervention qui a été faite en classe. On a visité la caserne de pompiers ou alors il y a des pompiers qui sont venus dans la classe pour qu'on leur pose des questions, par exemple. On peut partir d'un objet qu'on amène en classe. Donc, ça peut être un objet cassé, un objet insolite, un objet de la vie courante. Voilà, pour avoir une discussion dessus. On peut partir d'une vidéo. On peut partir aussi d'un audio. Donc, d'un audio, ça peut être justement une histoire que j'entends. Ouais. Voilà. Ça peut être une histoire que j'entends, ça peut être des bruits que j'ai enregistrés dans la nature, voilà, ça peut être un propos, etc. On peut aussi partir d'une situation vécue de l'école, à l'école ou en dehors de l'école. Enfin, il y a plein de situations initiales. En tout cas, on commence par une situation initiale. Et on va avoir une première phase de langage libre. Ça ne va pas durer longtemps, 3 minutes. Ça, c'est en groupe classe, c'est tout le monde. On laisse les enfants s'exprimer librement. Alors, cette phase-là, il ne faut pas la négliger. Elle permet aux enfants d'entrer dans la situation. On cherche à créer une émulation, une motivation pour qu'ils s'approprient la situation. Si, par exemple, je fais le parallèle en maths, par exemple, on amène des bouchons pour travailler la numération, on ne peut pas demander à des élèves, par exemple, de CP, de travailler directement avec les bouchons. On leur fait une petite phase, ou s'ils veulent s'amuser un petit peu avec, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au travail. Donc, c'est un petit peu l'équivalent. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est que quand on laisse les enfants s'exprimer, on ne va pas les reprendre, parce que sinon, il y a les enfants les plus en difficulté, ou peut-être les plus timides,
ou ceux qui ont moins confiance en eux, ben, s'ils commencent à dire un premier propos puis qu'on les reprend, ils vont se dire, oh là là, ils peuvent se fermer. Donc là, vraiment, le but, c'est qu'ils s'expriment librement. On n'a pas d'attente particulière. Donc le rôle de l'enseignant, c'est de solliciter tout le monde, hein, puis de repérer s'il y a des élèves qui sont en retrait. Voilà, donc c'est vraiment une phase d'appropriation. Une fois que c'est... Donc là, je mets les deux parce qu'elles sont quand même liées, ces deux étapes-là. Donc trouver les idées, puis les organiser. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire. Donc on travaille en groupe classe parce qu'on va utiliser toutes les connaissances des élèves pour les mutualiser, puis qu'ils entendent bien ce que les autres peuvent penser. Donc, on est dans une première phase d'expression. Donc, à ce moment-là, par rapport à la phase de départ, on est sur une phase de langage orienté, c'est-à-dire que l'enseignant va va annoncer aux enfants ce qu'ils ont à faire, donc annoncer aux élèves quel type d'écrit court ils vont avoir à produire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, ils s'expriment quand même librement, mais nous, on va éliminer ce qui est hors sujet. Maintenant, on est vraiment centré sur le sujet qu'on a à traiter aujourd'hui. On va autoriser les enfants à s'exprimer, on va les autoriser à répéter ce qu'ils ont entendu. Voilà, on ne va pas forcément demander à ce qu'ils trouvent toujours des bonnes idées, des nouvelles idées. Bon, ils peuvent simplement répéter. Voilà, le but, c'est qu'ils participent. Ça va aider ceux qui ont un peu plus de difficultés à trouver des idées au départ. On peut aussi faire répéter pour bien se rappeler, parce qu'après, comme il va falloir écrire, il faut bien qu'on se rappelle de ce qu'on a dit. Et ça, c'est une phase où il y a une acquisition du vocabulaire, c'est-à-dire que si un enfant n'utilise pas le bon vocabulaire, ben là, on va pouvoir, soit les enfants entre eux, soit l'enseignant, apporter les mots précis du vocabulaire par rapport au thème qu'on est en train de travailler. Donc, c'est une phase qui dure à peu près 5 minutes. Alors, c'est un ordre d'idée, hein, mais il ne faut pas que ça traîne trop longtemps, parce qu'après, les séances ne vont plus. Donc, voilà, c'est, on va dire, de l'ordre de 5 minutes. Donc, vraiment, acquérir le vocabulaire. Et une fois que les idées sont présentées, on va commencer à pouvoir les organiser. Donc là, on va utiliser le débat. Les enfants vont débattre entre eux. Alors, des fois, dans le produit qu'on va écrire, dans la production qu'on va faire, il y aura une chronologie. Donc là, on sera un petit peu moins libre. Et puis des fois, ben, les enfants écrivent carrément ce qu'ils veulent. Si on amène un objet, l'enfant a le droit d'écrire ce qu'il veut, même si ce n'est pas la même chose que les autres. Donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'on travaille avec le groupe classe entier parce qu'on veut utiliser la force de ce groupe-là et on ne veut pas isoler les enfants tout seuls. Quand on fait travailler un enfant tout seul, si je lui fais trouver ses idées et que je lui fais organiser ses idées, je ne peux pas le faire avancer. En fait, je vais être sur une forme d'évaluation où, ben, à ce moment-là, qu'est-ce que cet enfant-là est capable de trouver comme idée et puis comment il est capable de les organiser. Alors que quand ils vont échanger entre eux, à l'oral, ils vont vraiment pouvoir confronter un peu leurs idées, prendre des idées chez les autres auxquelles ils n'auraient pas pensé, donc ils vont s'enrichir. Alors, je précise aussi qu'on est sur du langage oral et surtout, on ne reprend pas les enfants sur la syntaxe. On les laisse s'exprimer dans un langage oral. Par exemple, il y a un enfant qui va dire il y a des abeilles devant la ruche. Eh bien, on ne le reprend pas, on le laisse dire il y a des abeilles devant la ruche. Ça, c'est une phase qu'on dira après. Parce qu'on est vraiment centré sur je veux que vous trouviez des idées et je veux que vous organisiez vos idées. Donc, une fois que cette phase-là, elle est faite, ça dépend de la configuration de votre classe. Alors, si par exemple, vous avez un double niveau et puis que vous avez, admettons, 12 et 12 élèves, bon, ben, vous n'êtes pas obligé peut-être de faire des groupes, mais si vous avez par exemple un CE1 ou un deuxième année à 25 élèves, vous n'allez pas pouvoir faire produire tout le monde en même temps. Donc, on va organiser la classe. Alors, nous, ça, c'est une proposition qu'on vous fait, mais c'est aussi des fonctionnements que vous avez le droit que vous avez l'habitude de mettre en place peut-être. Donc, on va scinder la classe en 2 ou 3 groupes suivant nos besoins et on va faire ce qu'on appelle des ateliers. Donc, on ne va pas faire travailler tout le monde sur la même chose. Donc, on va mettre un groupe d'enfants en production d'écrit court, donc ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Et puis, on pourra mettre, par exemple, un autre groupe sur une phase d'entraînement, donc ça peut être des mathématiques, ça peut être du français, ça peut être autre chose, en tout cas quelque chose qu'on a déjà appris et ils ont juste à s'entraîner, donc ils peuvent le faire en autonomie. Puis on pourrait mettre aussi, par exemple, un groupe en lecture sur un rallye lecture ou sur une lecture qu'on a fait, mais il faut que ce soit des groupes qui vont travailler en autonomie. Donc, une fois qu'on aura fait produire, on pourra faire tourner des groupes pour que tout le monde passe par les différents ateliers. Alors ça, c'est pareil, c'est l'organisation, elle est personnelle, c'est soit vous choisissez de faire
de faire tout dans la même séance, soit vous faites sur plusieurs jours, ça c'est votre organisation à vous. Donc, je reviens maintenant ici. Donc, la phase trouver les idées, organiser les idées, on utilise le collectif. Et à partir de la formulation des propos, on va travailler plutôt en petits groupes. Donc, formuler les propos, ça veut dire travailler la syntaxe. On a trouvé les idées, on a organisé, on sait à peu près ce qu'on veut dire. Maintenant, on va expliquer aux élèves. Alors, c'est une phase qui va prendre à peu près 10 minutes et qui précède juste la phase d'écriture. Et on va préciser aux élèves, tout simplement, qu'on n'écrit pas comme on parle. Donc, c'est la phase où on va passer de l'oral à l'écrit. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on ne s'occupe pas pour l'instant de la syntaxe, on le fera après, c'est vraiment un moment particulier. L'enfant qui disait tout à l'heure, il y a des abeilles devant la ruche, là, on va lui dire, oui, mais on ne peut pas écrire « il y a des abeilles devant la ruche ». On dit, quand on écrit « il y a des abeilles devant la ruche », par exemple. Donc là, c'est vraiment du langage pour passer au langage de l'écriture. Et puis, la dernière phase, donc, c'est la phase d'écriture à proprement dite. Donc, quand l'enfant arrive à la phase d'écriture, il sait ce qu'il va écrire puisque ça a été fait pendant la phase 3. À la fin de la phase 3, chaque enfant sait ce qu'il va écrire, oralement en tout cas. Et maintenant, il n'a plus qu'à transcrire à l'écrit. Et là, on va rencontrer la norme de l'écriture, donc l'orthographe. Donc là, ils vont avoir besoin d'aide. C'est pour ça qu'on travaille en petits groupes. Alors par expérience, suivre 9-10 élèves, c'est faisable. Au-delà, ça commence à devenir compliqué. Après, ça dépend si on fait des groupes hétérogènes ou pas. Mais voilà, il y a une chose que je n'ai pas précisée aussi tout à l'heure, entre les phases 1 et 2. Quand vous faites les idées, trouver les idées et les organiser, quand vous passez à l'écriture, peut-être que c'est judicieux de mettre les élèves peut-être qu'ils vont avoir le plus de difficultés au départ pour ne pas trop les couper dans leur schéma, qu'ils fassent 1, 2, 3, 4 à la suite et pas se dire « ah oui, au fait, qu'est-ce que j'avais dit comme idée », etc. Donc là, au niveau de l'orthographe, on va vous montrer un petit peu comment on peut faire dans la classe. Donc, nous, ce qu'on conseille par expérience par rapport à ce qu'on a fait, c'est des séances de 15-20 minutes maximum. Et l'enfant produit un écrit, et puis l'écrit correspondra à ce qu'il est capable de produire dans ce temps-là. On ne cherche pas à ce que tout le monde ait fait quelque chose de long. C'est un temps d'écriture. Donc l'important ici, c'est de fréquenter la bonne orthographe au maximum. Voilà pourquoi on travaille en petits groupes. Et ce qui est très important, c'est de corriger dans la même unité de temps. C'est-à-dire que les enfants vont faire des essais d'écriture, mais normalement, quand ils auront terminé d'écrire, l'orthographe sera la bonne. Il n'y aura plus de fautes. Alors, il y en a toujours une ou deux qui traînent, je vous rassure, mais dans l'ensemble, c'est à peu près bien orthographié. Alors pour ça, on va mettre des outils en place. Donc je vais quand même rappeler au niveau de l'orthographe. Donc je rappelle la formulation, l'enfant sait la phrase qu'il va écrire. Maintenant, il ne reste plus que le problème de l'orthographe à régler. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, on a l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale. L'enseignant doit être présent ici. Si les élèves étaient capables d'écrire avec la bonne orthographe tout seul, on le saurait, et puis on ne ferait pas des webinaires de ce genre-là. En fait, on irait tous dans nos classes, puis on travaillerait normalement. Donc, l'enseignant, c'est important qu'il soit là, et qu'il soit là avec un nombre d'élèves qui ne soit pas trop grand pour qu'il puisse gérer ce que je vais dire juste après. Pour l'orthographe lexicale, on va pouvoir donner des outils aux enfants pour qu'ils aient une certaine autonomie. Alors, suivant les outils qu'on donne, ils auront plus ou moins d'autonomie, mais il y a des outils qui existent. Et pour l'orthographe grammaticale, l'enseignant, il va falloir qu'il soit ici parce que lui, il va aider l'enfant à réfléchir sur les accords, que ce soit les accords d'un groupe nominal ou les accords sujet-verbe. Donc, au niveau des outils qu'on peut donner pour l'orthographe lexicale, alors, on peut travailler par exemple avec une liste de mots qui est spécifique sur le thème qu'on est en train de traiter, par exemple. Donc là, l'avantage, il n'y a pas beaucoup de mots, donc c'est facile, les mots sont faciles à retrouver dans la liste. Après, l'inconvénient, c'est que je n'ai pas beaucoup de mots, donc je ne peux pas écrire forcément ce que je veux. Au niveau de la liste, elle peut être sur une fiche de papier, mais elle peut être écrite au tableau, elle peut avoir été élaborée en amont avec les élèves. Ça peut faire partie des mots qui sont dans les affichages dans la classe, par exemple les mots outils. Donc, on peut utiliser un répertoire. Si vous avez mis un répertoire en place dans votre classe, donc le répertoire, c'est quelque chose qui se construit en classe, donc avec le temps. Et les enfants arrivent à aller chercher les mots qui y sont. Donc, ça peut être un classement par ordre alphabétique, ça peut être un classement par thème. Plutôt avec les petits, ils retrouvent plutôt facilement par thème.
Voilà, on peut utiliser un dictionnaire. Donc là, il faut quand même un certain âge, hein. CP, on oublie. CE1, c'est pour les bons élèves. Et puis CE2, voilà, là, en tout cas, on va quand même viser les enfants qui ont des facilités, parce on sait bien que les enfants qui ont un peu de difficulté dans un dictionnaire, ils se perdent, et puis quand ils reviennent, ils savent même plus ce qu'ils veulent écrire. Donc, voilà. Mais on peut quand même l'utiliser. On peut utiliser aussi une version numérique de dictionnaire. Alors, le problème du dictionnaire, c'est que pour chercher un mot dans le dictionnaire, eh ben, en fait, il faut savoir comment il s'écrit. Sinon, on ne peut pas le trouver. Et nous, on est en train de dire, bah oui, mais on voudrait qu'il trouve l'orthographe. En fait, pas oublier que le dictionnaire, lui, il est là pour donner du sens. C'est-à-dire, quand je ne comprends pas un mot, je vais aller chercher ce qu'il veut dire. Mais aller chercher l'orthographe dans le dictionnaire, ça peut devenir compliqué si c'est une écriture qui n'est pas, enfin, avec des graphèmes qui ne sont pas courants. Alors, bien sûr, on a l'enseignant, hein, qui peut être référent. L'élève peut demander à l'enseignant comment s'écrit ce mot-là. Voilà. Le souci ici, c'est que j'ai dit tout à l'heure que l'enseignant, on va en avoir besoin pour gérer l'orthographe grammaticale. Donc, s'il est beaucoup sollicité sur l'orthographe lexicale, eh bien, il sera moins disponible pour faire réfléchir les enfants sur l'orthographe grammaticale. Et puis, donc, il y a l'appli Lexiclic qu'on a développée, qui permet aux enfants une quasi-autonomie sur l'orthographe lexicale pour décharger l'enseignant, justement. Donc là, Laurent, il va vous la présenter. C'est une application qui permet aux enfants de trouver l'orthographe lexicale d'un mot en quelques secondes, quel que soit le mot, en 10 secondes. En 10 secondes, il trouve son mot. Et il peut l'écrire correctement. Ce qui permet, avec ces outils-là, avec l'autonomie qu'on crée chez les élèves, l'enseignant va pouvoir, en fait, pendant on va dire les 9-10 élèves qui produisent leur écrit, l'enseignant peut se balader derrière, regarder les écrits et pointer au fur et à mesure, faire réfléchir sur un S qui n'a pas été mis, faire réfléchir sur des accords sujet-verbe, voilà, reprendre peut-être une formulation si elle n'avait pas été bien mémorisée, etc. En tout cas, par expérience, suivre 9-10 élèves comme ça en temps réel, ça marche s'ils ont de l'autonomie sur l'orthographe lexicale.